Et voilà, nous sommes officiellement en 2025 et le 7ème vol du duo Starship Super Heavy n'est une nouvelle fois plus qu'à quelques jours de nous. Mais à côté de ça, les prochains vols et le développement du programme de façon plus large continuent aussi de battre leur plein. Un développement qui, cette année encore, devrait être rythmé en images fortes et étape importante pour la fusée géante de SpaceX. Alors, entre deux nouveaux pas de tir, une accélération de la production, les premiers pas vers la réutilisation et encore d'autres, on va faire ensemble le point sur le programme Starship, son état actuel et tout ce qui nous attend en 2025. Avant de commencer, je tenais à glisser la traditionnelle invitation à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Et si jamais vous êtes intéressé par des météorites martiennes, du matériel astro ou autres goodies dans le thème de l'espace, eh bien, vous pouvez toujours aller faire un tour chez AstroShop via le lien en description pour soutenir gratuitement la chaîne. Allez, sur ce, bonne année et bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a un point que je tenais à mentionner. Je ne parlerai pas énormément du 7ème vol du Starship, de ses objectifs et autres, car un épisode complet sortira sur le sujet d'ici quelques jours, à savoir lundi vers 18 h si tout va bien. Il y a en effet énormément à dire sur le sujet et en parler séparément me permettra de bien mieux le traiter que simplement le mêler aux autres points de cet épisode. D'autant que l'année 2025 s'annonce chargée. Déjà, dans un premier temps, SpaceX veut considérablement accélérer le rythme des lancements de Starship, et cette accélération risque d'être un sacré challenge pour l'entreprise. Dans l'état actuel des choses, un prototype met en effet plus de 8 mois entre le début de son assemblage et son développement, en incluant l'assemblage de ses sections et les essais au sol. Et si les Starships de 35 à 38 et les boosters de 15 à 17 sont tous en construction, bien que les plus récents soient encore très peu avancés, ce sera tout simplement insuffisant pour l'instant. Mais les choses bougent. Alors que le booster 16 est désormais assemblé, il aura fallu seulement 8 jours pour que l'assemblage des sections du booster 17 ne soit amorcé il y a quelques jours. SpaceX a en effet mis en route à l'aide d'une usine géante, une véritable chaîne de production pour Starship et Super Heavy. Et ça marche. Entre un Booster 15 qui a démarré ses essais de remplissage des réservoirs fin décembre et un Starship 34 dont la construction touche à sa fin, les éléments essentiels du 8ème vol sont déjà là. Mais ce 8ème vol risque aussi de se faire attendre encore quelques temps. S'il aura fallu seulement 2 mois entre le 6ème et le 7ème vol, l'avancée actuelle des prototypes présage un délai qui sera au minimum similaire et probablement même un peu plus long. Surtout que, même si ça va fortement dépendre des résultats du 7ème vol qui inaugurera le Starship V2, le 8ème vol aura de lourdes responsabilités. Soit la modification des ailerons apportés par le 7ème vol et le Starship V2 sera problématique, et il faudra lourdement modifier le prototype pour revoir sa stabilité, soit au contraire, et c'est le scénario le plus probable à 90%, le prototype aura la lourde tâche d'être le premier Starship à atteindre l'orbite, pour revenir se poser rattrapé par les bras de la tour de lancement. Un peu comme Super Heavy l'avait déjà fait lors du 5ème vol, mais cette fois-ci avec des conditions beaucoup plus difficiles. Ainsi, quel que soit le scénario, SpaceX devra la jouer prudente et le 8ème vol sera probablement au moins aussi important à scruter que le 7ème. D'autant que commencer à récupérer le Starship en plus de Super Heavy sera important. Ce sera en effet un point clé pour le ravitaillement en carburant en orbite, une étape essentielle pour permettre au Starship lunaire d'Artemis d'atteindre la Lune, ou espérer viser un jour d'autres destinations dans le système solaire, même pour des missions robotisées. Bon, bien sûr, on n'attend pas le Starship lunaire avant 2026, et ça signifie que les choses vont fortement s'accélérer cette année-ci aussi, mais encore une fois, tout dépendra un peu du ravitaillement en orbite. Et comme on sait que SpaceX veut passer cette étape dans le courant de l'année, réussir à récupérer les véhicules sera, sinon essentiel, hautement important pour atteindre cet objectif. D'autant plus qu'encore une fois, pour tester le Starship lunaire l'année prochaine, même si quelques retards ne sont pas à exclure, eh bien, ça ne laisse pas une marge folle pour faire revoler des véhicules complets. Bon, alors bien sûr, ce n'est pas non plus une condition sine qua non. Rien n'empêche SpaceX de s'essayer au ravitaillement avec des prototypes jetables, surtout quand on sait que ce sera surtout une mission de démonstration et pas les véhicules finis. L'entreprise va en effet probablement opter pour son approche habituelle, tester et développer au fur et à mesure au lieu de tenter d'arriver avec un véhicule terminé. Il y a ainsi fort à parier que les premiers prototypes dédiés au ravitaillement orbital ne soient pas définitifs, et dans ce contexte, réutiliser n'est pas essentiel. Mais en parallèle, SpaceX va aussi bientôt commencer à lancer les premiers satellites Starlink V2 avec le Starship.
Alors que le 7e vol intégrera un test de déploiement de faux satellites Starlink, des masses inertes, il y a fort à parier que les Starships lancés lors du 8e ou 9e vol ne tentent de déployer de vrais satellites Starlink. Et pour le coup, tenter de récupérer ces Starships et les réutiliser a du sens. Même si d'autres prototypes plus performants suivront, comme les Starship V3 dont on espère voir le bout du nez vers la fin de l'année par exemple, ou tout au plus courant 2026, les Starship lanceurs de Starlink seront plus importants à réutiliser. Mais la question de la réutilisation reste encore aussi assez complexe. Bien que pour le 7e vol on attend la première réutilisation d'un moteur Raptor sur Super Heavy, il reste encore probablement pas mal de temps à attendre avant de voir un prototype revoler, qu'il s'agisse de Starship ou de son booster Super Heavy. Néanmoins, si SpaceX veut espérer s'approcher de la cadence de tir annoncée, ce sera aussi probablement la seule solution. Bon, alors bien sûr, difficile de faire des pronostics, mais au regard des objectifs de cadence de vol, on peut en tout cas estimer que, vers les vacances d'été, parler du premier revol d'un exemplaire de Super Heavy ne soit pas non plus totalement impossible. Même si l'arrivée de Super Heavy V2 avec notamment un repositionnement des ailerons et des améliorations de performance sera elle aussi à scruter de très près d'ici quelques vols encore. Et là aussi, ça devrait signer une étape majeure vers la réutilisation en série. D'autant que, à côté de ça, il n'y a pas que les prototypes qui devront suivre pour garantir une meilleure cadence de vol. L'arrivée du second pas de tir devrait également permettre une belle bouffée d'oxygène pour l'entreprise. Dans l'état actuel des choses, le pas de tir demande en effet des travaux réguliers entre chaque vol, et on l'a vu avec la tour de communication de la tour de lancement qui avait été endommagée lors du 6e vol, empêchant Super Heavy de revenir se poser, ou les différents travaux qui ont lieu sur la table de lancement entre chaque vol, le support sur lequel Super Heavy et Starship sont placés. Les choses sont tout sauf roses avec le premier pas de tir. Surtout qu'il faut rajouter le fait que les fondations de la tour de lancement semblent légèrement instables, mais bref. Le second pas de tir devrait ainsi apporter de nouvelles améliorations, permettant de progressivement s'affranchir de certaines de ces difficultés, un point qui sera essentiel tant sur le court que le moyen terme. Optimiser le rattrapage des véhicules, minimiser la maintenance, faciliter leur manipulation et d'autres seront en effet des points cruciaux pour le nouveau pas de tir, qu'on peut peut-être espérer voir terminer cette année, fin d'été si tout va bien, même si ça reste un pronostic personnel. Et ce pas de tir apportera aussi quelques nouveautés. En plus d'une table de lancement elle aussi revue, il intégrera aussi un déflecteur de flammes, une sorte de galerie creusée pour rediriger les flammes et qui est un standard sur les pas de tir de lanceurs lourds, faisant ainsi de l'ombre au déluge d'eau géant du premier pas de tir. Et quand on sait que ce dernier a été régulièrement pointé du doigt pour son impact sur la biodiversité locale, notamment de par sa différence de salinité dangereuse pour certains animaux, eh bien, on ne peut que se réjouir de voir le pas de tir évoluer, même si l'eau, en plus faible quantité, restera certainement de la partie, comme sur tous les pas de tir. Elles permettent en effet d'absorber une partie de la chaleur et des ondes de choc, et est plutôt essentielle pour le matériel. Enfin, de son côté, le pas de tir de Cap Canaveral continue lui aussi d'avancer, alors que les bras permettant de manipuler les prototypes et de les attraper ont commencé à prendre vie. Difficile, bien sûr, de dire quand SpaceX lancera depuis la Floride, mais là aussi ça ne devrait pas non plus trop tarder, l'utilisation de ce site de lancement étant cruciale pour économiser du carburant et lancer les Starships sur une orbite optimale pour Artemis. Et dans tout ça, eh bien, on espère aussi l'arrivée des moteurs Raptor en V3, qui viendront encore booster les performances du duo Starship Super Heavy. Mais tout ça, j'en reparlerai encore le moment venu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Allez, sur ce, au revoir et à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.